Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai. Aujourd'hui, c'est Gaël qui vous accueille. On n'est pas dans le format interview, on est dans le format voyage. Donc je prends un petit peu la place de Charlie et Marjorie cette fois-ci exceptionnellement et pour une raison qui est valable. Car je suis en Suisse et je suis accompagné de Julien. Salut Julien. Salut Gaël. Alors c'est un petit peu particulier comme contexte. Pourquoi ? Parce que Julien et moi, on est partis tous les deux au Japon pour la première fois il y a 20 ans. Quasiment jour pour jour. Hein. C'était en septembre 2003. À cette époque, Kampai avait 3 ans et demi, donc ça remonte évidemment. Julien est quelqu'un que j'avais rencontré un petit peu plus tôt. On partageait tous les deux cette passion du Japon, notamment à travers les jeux vidéo à l'époque, et puis aujourd'hui encore toujours un petit peu. On avait choisi de partir ensemble avec un troisième larron qu'on écoutera peut-être un petit peu plus tard dans le podcast. Et évidemment, cette passion du Japon ne nous a jamais quittés. Julien, est-ce que tu peux peut-être nous donner tes impressions sur cette première organisation de voyage ? T'étais très branché jeux vidéo à l'époque, ça je me souviens bien. Et le Japon pour toi, c'était une évidence ou pas forcément ? Donc oui, le Japon forcément une évidence. Comme beaucoup de ma génération, donc les quarantenaires d'aujourd'hui, j'ai été bercé, pour ne pas dire biberonné, par tout ce que le Club Dorothée nous a apporté, par tout ce que aussi la chaîne La 5, on avait fait pas mal aussi à l'époque. Et puis bien entendu, j'ai commencé très tôt avec la NES. Voilà, donc c'est clair, j'ai assez vite compris que ces machines-là ne venaient pas nécessairement ni des États-Unis, ni d'Europe, ni de par là. Et petit à petit, avec notamment toute la presse jeux vidéo française, donc que ce soit aussi Joypad, Console Plus, Player One, etc., j'ai assez vite compris que ça venait de là-bas. Les différents articles aussi, reportages sur les salons au Japon et tout ça, ça m'a toujours interpellé et j'ai toujours dit qu'une fois j'irai et que quand j'irai forcément aussi au TGS. Donc c'est vrai que t'en parles tout de suite et t'as raison. On est parti en septembre comme on l'a dit et septembre c'était la saison du Tokyo Game Show. Donc c'était pas innocent ce choix du mois de septembre. On avait choisi d'axer beaucoup notre voyage à Tokyo, de l'axer aussi beaucoup sur la pop culture. À l'époque c'était tous les deux notre porte d'entrée. Moi je faisais des études de japonais mais c'était assez récent. Et on a profité de la présence de la fenêtre temporelle de ce salon pour axer notre voyage autour. Je crois d'ailleurs que le salon était à peu près au milieu de notre voyage, si je ne me trompe pas, où on avait vraiment gardé un petit peu de temps avant, après en tout cas. Est-ce qu'on n'avait pas obtenu des tickets presse pour le Tokyo Game Show ? Il ne me semble pas. Je crois qu'on avait essayé, effectivement, mais Kampai était peut-être trop petit à l'époque. Mm-hmm. En tout cas, je me rappelle pas que ce fut compliqué, qu'il y avait, il y avait du monde, hein, c'est sûr, mais l'organisation japonaise faisait que ça avait été malgré tout assez plaisant. Bon, il faut dire que c'est un salon qui a toujours ses journées pour le public, donc forcément ça facilitait assez la visite. Donc on est évidemment tous les deux repartis plusieurs fois au Japon depuis. Pour ma part, dans le cadre de Kampai, je suis parti quasiment une dizaine de fois, je crois, au total. Même si 2003 on était ensemble pour la première fois. Tu es reparti combien de fois au Japon depuis, Julien ? 2 fois. 2 fois, c'était en quelles années ? Le premier retour, la première fois que j'y suis retourné en 2009 et la deuxième fois en 2018. Est-ce que tu as vu beaucoup de changements depuis ce premier voyage ? On va parler évidemment du Japon de l'époque, d'il y a 20 ans. Mais qu'est-ce que là tu peux nous dire comme ça de tête qui t'a le plus marqué dans les 2 autres voyages que tu as fait ? Certains quartiers sont totalement transfigurés d'une fois à l'autre. Un autre point qui m'a sensiblement marqué, c'était l'accessibilité aux touristes étrangers, notamment l'utilisation de l'anglais. En 2003, c'était encore relativement limité. J'avais trouvé sur Tokyo, on arrivait vaguement à se faire comprendre. Quand on était allé à Kyoto, on avait vraiment l'impression d'être allé à la campagne. En 2009, j'ai trouvé que ça se passait très bien à Tokyo et qu'il y avait eu d'énormes progrès qui avaient été faits à Kyoto. Et puis en 2018, là, alors clairement, plus aucun souci. Tout est accessible, c'est extrêmement facile de trouver les moyens de se faire comprendre et puis de pouvoir profiter pleinement du Japon sans nécessairement avoir la langue.
Donc vous l'avez compris, là ce qu'on va faire dans ce podcast, on va parler du Japon d'il y a 20 ans, le Japon du début des années 2000. C'est un Japon qu'on connaissait beaucoup moins à l'époque, parce qu'évidemment on n'était pas rendu au même niveau d'internet qu'aujourd'hui. Alors il y a pas mal de choses, hein, mais pour un peu reciter le contexte, aujourd'hui le Japon c'est un pays dans lequel on va naturellement, on connaît tous pas mal de gens autour de nous qui sont allés au Japon, qui même parfois y sont allés plusieurs fois, ou qui ont envie d'y aller. C'est quelque chose d'assez classique, même si c'est un pays qui est à l'autre bout du monde. À l'époque, personne ou presque n'allait au Japon. Alors j'exagère bien entendu, parce qu'il y avait quand même des touristes étrangers, mais du fait de l'information, je pense qu'il se diffusait beaucoup moins facilement, on n'était pas au balbutiement d'Internet, mais presque. Je rappelle quand même qu'on était à une époque où il n'y avait pas de blog, pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de YouTube, donc on avait un accès à l'information voyage, à l'information Japon qui était un petit peu différente. On connaissait le Japon surtout de par les reportages TV, ou alors peut-être surtout par les forums internet. Moi, pour ma part, j'étais beaucoup sur Forum Japon, qui était tenu par Florent Gorge. Je me suis amusé, là, pour le coup, à justement, de manière un peu plus statistique, à comparer le nombre de touristes qui allaient au Japon entre 2003 et puis on va prendre 2019 comme année de référence, parce que c'est la dernière année pré-Covid, hein, évidemment. Donc en 2019, on était quasiment à 32 millions de touristes. En 2003, c'était 5 millions 2. C'est-à-dire 6 fois moins de touristes qui allaient au Japon. Et je pense que si on calculait en termes de diffusion de l'information, on serait peut-être à plusieurs milliers de fois moins, tant c'est vrai que l'Internet a apporté énormément pour la facilité du voyage. Et puis sur la partie français, hein, donc je parle sur les Français qui partaient au Japon, ils étaient 336 000 en 2019 et seulement 85 000 en 2003, soit 4 fois moins. Ce qui a aussi beaucoup changé avec l'essor d'Internet, c'est la facilité de réservation. Aujourd'hui, on peut tout réserver en ligne, et c'était pas le cas à l'époque, donc on va directement commencer cet épisode en parlant de nos réservations. Comment tu avais fait, Julien, de ton côté, pour réserver le vol ? Alors, de mémoire, j'avais quand même déjà fait une réservation Internet sur une des plus grandes agences de voyage de Suisse où j'avais pu obtenir justement le bon billet sur le bon vol, parce que bien entendu, comme toi tu passais par d'autres canaux, il fallait aussi bien sûr qu'on se synchronise pour tomber sur le même vol. Et ça s'était passé de manière relativement standard, avec ensuite les billets qui arrivaient par la poste encore à l'époque. Et puis voilà, non, une expérience assez simple. Je sais que pour ma part, j'étais allé dans un Leclerc Voyage, donc je crois que ça existe encore, mais j'avais acheté un billet, voilà, avec mes économies de boulot d'été en 4 fois sans frais. On avait pris donc un vol Air France de Paris, un vol direct en classe économique, bien entendu. Moi, j'étais monté sur Paris par le train. Toi, tu avais pris un vol, je crois. Oui, donc du coup, pour moi, ce n'était pas un vol direct, oui. Vu que j'avais fait d'abord un Genève-Paris qui, de mémoire, avait pris un petit peu de retard. Il me semble être arrivé un petit peu in extremis à la porte d'embarquement à Charles de Gaulle pour le vol pour Tokyo. Heureusement, j'ai quand même pu le prendre. Bon, on s'est retrouvé effectivement à l'embarquement. Et alors, je voulais faire un petit focus rapide là, sur le vol de l'époque. Aujourd'hui, évidemment, même en classe éco, tout le monde a sa télé dans le siège de devant. C'était pas comme ça en 2003. Hein. Un autre monde, c'est-à-dire que la télévision, elle était dans le couloir, en fait. Elle était accrochée au plafond. Je ne saurais pas dire la dimension de la télévision, mais je pense qu'elle avait peut-être une diagonale de 25 cm, 30 cm, si... À tout casser. À tout casser, donc on choisissait pas son vol. Je me souviens qu'on avait des films japonais sous-titrés. Je me souviens d'avoir vu un film sans doute d'Akira Kurosawa, mais qui était sous-titré, évidemment, étant éloigné de la télé, parce qu'il y a des télés peut-être tous les 6-7 sièges, hein, je me souviens plus exactement, mais on voyait pas grand-chose. Les sous-titres, je vous en parle même pas. Donc c'était un petit peu particulier hein, comme vol. C'était pas aussi confortable qu'aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y avait 1 ou 2 centimètres encore de plus entre les sièges par rapport à aujourd'hui en éco. Ah oui, tu crois? En tout cas, bon, le vol s'est passé. On n'était pas à côté, hein, parce qu'évidemment, on avait pris les vols séparément, donc on s'était pas suffisamment organisé pour s'enregistrer et se mettre dans des sièges côte à côte. Mais bon, le vol se passe. Hein, je pense, on s'était occupé chacun de notre côté. Et puis en arrivant, on avait pris le Narita Express,
classiquement, parce qu'on avait atterri à Narita, il y avait quasiment pas de vol qui atterrissait à Haneda, hein, de mémoire à l'époque. On avait activé notre Gearpass classiquement à l'aéroport de Narita, et puis on avait pris le Nex. Est-ce que tu as un souvenir de ça? Alors du Nex, pour être tout à fait honnête avec toi, pas plus que ça. Je pense qu'on était un petit peu fatigué par le vol. En tout cas, on avait pris le Narita Express, on est arrivé du côté de Tokyo, et là, on s'est posé dans notre hôtel qui nous accueillera pendant 15 jours. Le New Koyo, alors là, je vais te laisser nous raconter, parce que c'était toute une expérience. Alors effectivement, donc l'hôtel plutôt dans un quartier, on va dire, un peu populaire, à l'extérieur de Tokyo. Pour référence, si on pouvait faire une analogie, le quartier dans lequel on vit dans le jeu Persona 5 me rappelle beaucoup Minowa. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en termes d'ambiance et autres, il me rappelle pas mal ce quartier. Et puis, voilà, donc c'était vraiment à l'extérieur. C'était bien sûr pas le Japon un peu avec tous les néons, les lumières et tout ça. C'était vraiment, vraiment populaire, simple, on va dire. L'hôtel en lui-même était également simple, on va dire. Donc c'était clairement un hôtel qu'on va dire adapté à notre budget finalement d'étudiants de l'époque. La première surprise sera sans doute la taille de la chambre. Donc on sait que déjà dans les hôtels normaux au Japon, les chambres ne sont pas nécessairement très spacieuses. Là, ça faisait à peu près 3 mètres carrés, je pense. Je pense que c'est ça. En tout cas, je me souviens, alors, je suis un petit peu moins grand que toi, mais je me souviens que je pouvais pas écarter les bras. Ouais, je pouvais pas écarter les bras non plus. Et puis alors, c'était basique, hein. Il y avait les tatamis, le futon posé dessus, une petite armoire vissée au mur, une petite tablette avec une télé avec magnétoscope, si mes souvenirs sont exacts. Et voilà, c'est vrai qu'en arrivant, j'ai eu un petit coup de mou, parce que finalement, ce que je voyais autour de l'hôtel ne correspondait pas tout à fait à la vision que j'avais du Japon dans mon inconscient. Et voilà, donc on était là, on l'a pris comme c'était, hein. Alors tu l'as dit, hein, c'était un hôtel qui correspondait à notre budget, c'était vraiment le critère principal à l'époque. On avait vraiment un budget très limité. Donc le New Koyo, c'est un hôtel 2 étoiles. Alors toi et moi, pour la préparation de cet épisode, on a tous les deux vérifié. Et il existe toujours. Okay. Il est réservable et je pense qu'il a été un petit peu rénové, mais on reste toujours dans quelque chose qui est de qualité, budget, hein. Sans doute, parce que quand tu m'as parlé des 2 étoiles, j'ai été assez surpris. J'avais souvenir Economy Hotel dans mes souvenirs. Donc, je pense effectivement qu'il a dû s'améliorer un petit peu. Donc, on avait réservé sur le site directement, sur le site de l'hôtel. C'est un hôtel qui se trouve, tu l'as dit, dans le quartier de Minowa. Donc pour situer un petit peu, parce que je pense que peu d'auditeurs vont connaître, on est au nord-est de Tokyo par rapport au centre-ville. Pour le situer un peu plus précisément, on est au-dessus d'Asakusa. Et on était, nous, à 10 minutes à pied de la gare qui s'appelait Minami Senju, qui existe toujours bien entendu, qui est une gare à la fois JR et métro. Donc finalement, c'était... Bon, pas tout près de la gare, mais c'était assez pratique en termes de transport quand on souhaitait se déplacer, parce qu'on a évidemment beaucoup arpenté Tokyo. Donc, pour le coup, on pouvait à la fois utiliser le JR Pass directement depuis cette gare, et puis prendre le métro si on avait besoin d'accéder à des quartiers qui n'étaient pas forcément bien desservis par la Yamanote ou autre JR. C'est vrai que, alors, tu as cité la taille de la chambre, les équipements. Moi, je me souviens notamment des oreillers. Les fameux oreillers japonais à l'ancienne, remplis de billes, qui étaient assez inconfortables. Alors, c'est à mémoire de forme, pour le coup, mais je me souviens pas avoir très très bien dormi. En tout cas, les cervicales étaient mises à rude épreuve. Écoute, j'aurais malheureusement pas d'anecdote là-dessus. En revanche, je m'étais assez vite fait au confort futon, et au final, c'est peut-être pas la qualité de la surface de couchage qui m'aura le plus embêté pour la partie hôtellerie dans le cadre de ce voyage.
C'est vrai que le futon, finalement, sur le tatami, même si on était en gamme budget, ça fonctionnait très bien. J'ai pas de mauvais souvenirs non plus, à l'exception de l'oreiller. Bon, c'est vrai que là, tu l'as dit tout à l'heure, 3 mètres carrés, c'est très juste. On va dire très clairement, vous avez le tatami, donc en plus Julien fait quasiment 1m90. Vous ouvrez votre valise, et puis en fait, il n'y a plus du tout de place, parce qu'il y avait un mini genkan, on posait nos chaussures, évidemment, mais après, on ne pouvait plus marcher, à l'exception de marcher sur le futon. On n'avait plus aucune place, donc il fallait constamment, avec tous les achats on en parlera un petit peu plus tard, tous les achats qu'on avait fait pendant le voyage, évidemment les souvenirs qu'on rapportait. Les goodies du TGS. Notamment, il fallait beaucoup s'organiser. Et puis on était, alors ça tombe sous le sens, en douche commune. Qui était au rez-de-chaussée, donc pareil assez vétuste. On était sur un hôtel étudiant. Donc finalement ça a fait le boulot. Je pense qu'on s'en souvient aujourd'hui avec un petit peu de tendresse. Mais peut-être qu'on repartirait pas sur le même choix aujourd'hui. Je ne crois pas. Concernant, alors on reste sur la partie budget, après l'hébergement, on s'était organisé évidemment en JR Pass, qui était déjà incontournable à l'époque, qui l'est encore aujourd'hui, bien entendu. On avait acheté, en tout cas pour ma part, je me souviens plus si on l'avait acheté ensemble. Il me semble que tu avais pris le lead pour les commander directement en France. Ouais, je crois qu'on l'avait acheté en agence directement à Paris par téléphone, ou voilà, il n'y avait pas forcément d'achat internet comme aujourd'hui, qui est très, très facile. Évidemment, pas de pocket Wi-Fi, donc ça va être une de nos nombreuses anecdotes, je pense, du podcast. Tu vas pouvoir nous raconter comment on faisait pour se connecter à Internet, parce que aujourd'hui, quand on va au Japon, tout le monde sait qu'on utilise un pocket Wi-Fi pour se connecter. C'est la manière la plus simple et économique souvent d'avoir un accès à Internet permanent. Ça n'existait pas à l'époque, bien entendu. Donc tu vas nous raconter comment on faisait pour se connecter. Alors, on avait la chance à Minoa d'avoir un petit café qui, de mémoire, s'appelait le Tepui Café, qui avait un ou deux, mais je crois qu'il n'y en avait qu'un seul, ordinateur qui était connecté à Internet. Je ne me souviens plus si on devait payer quelque chose pour l'utiliser ou si c'était simplement à disposition du moment qu'on consommait quelque chose dans le bar. Je pense que oui, je pense qu'on payait 1 heure ou quelque chose comme ça, en plus de nos consommations. Ouais. Et puis, sinon, on a eu aussi visité quelques-uns de ces cafés où il y avait ces espèces de box, où on avait un ordinateur avec Internet, une télé, puis on avait accès à différents mangas et autres choses qui étaient mis à disposition, là aussi moyennant un montant, un tarif horaire. Et puis, donc voilà, c'était sûr que c'était nettement moins immédiat qu'aujourd'hui. Nos téléphones portables de l'époque qui n'étaient pas du tout des smartphones, mais vraiment des authentiques dumbphones. Je suis même pas sûr que nos téléphones de l'époque avaient la capacité de faire des photos. Je pense pas, effectivement. Donc voilà, c'était une autre époque. Une autre époque, ouais, tu l'as dit, tu as parlé alors on appelle ça des internet cafés, je pense, à l'époque. Aujourd'hui, c'est les mangas Kissa, mais le fonctionnement est le même, tu l'as bien cité, c'est des box. Et à l'époque, c'est vrai que nous, on s'en servait principalement pour aller sur Internet, faire une petite pause dans une journée, peut-être une journée chaude, ou voilà. Mais tu as bien fait de le rappeler, c'était un autre monde, le téléphone, c'était par pièce. Bon, voilà, on n'avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. On avait échangé des yens avant de partir, à la banque, chacun de notre côté. Il n'y avait pas de carte Suica à l'époque pour une raison qui est très simple, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a tendance à acheter la carte Suica en plus du JR Pass pour des raisons qui sont aussi évidentes, à la fois le transport municipal, que ce soit le métro à Tokyo ou le bus à Kyoto, mais aussi pour payer dans les combini, pour payer dans les restaurants, les magasins. C'est vrai que la carte Suica elle est idéale. Et on a tendance à l'avoir oublié, mais la carte Suica ça fait seulement 10 ans qu'elle est nationale. Et à l'époque son intérêt était plus limité parce que quand tu achetais une carte Suica ou une carte Passmo, tu ne pouvais l'utiliser qu'à Tokyo. Il fallait après en acheter une autre si tu allais à Kyoto ou à Osaka, voilà. Donc c'est vrai qu'on avait fait l'impasse là-dessus, ce qui fait que tous nos achats se faisaient en espèces. Moi c'est pareil, c'est quelque chose qui m'est sorti un petit peu de la tête, on n'utilise plus d'espèces au Japon avec la carte Suica, mais tu veux enchaîner là-dessus? Alors, de mémoire, donc effectivement, on a utilisé beaucoup d'espèces, aussi malgré tout carte de crédit. D'accord. Ça marchait encore. En tout cas, moi, j'en avais justement fait une un peu en prévision de ce voyage. Et puis, j'ai pas souvenir qu'elle n'ait pas été... qu'elle ait souvent été refusée.
En revanche, dans mes voyages suivants, j'ai quand même continué à avoir toujours un certain nombre de cash sur moi. Je trouve que le Japon, ça reste quand même un pays où le cash a encore un peu son usage, contrairement peut-être à nos pays européens. Alors, c'est vrai que comme tu le dis, moi je me suis déshabitué du cash. Et au Japon, j'ai tendance à utiliser exclusivement la carte Suica et quasiment jamais des espèces. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me souviens que tu avais utilisé la carte notamment pour faire un ou deux gros achats, peut-être pour les achats les plus importants, et qu'elle était passée effectivement à l'époque. Donc là, évidemment, on va parler des souvenirs. Tu as, avec beaucoup de tendresse, retrouvé un petit peu certains achats faits à l'époque. Donc ça, c'est assez incroyable. Ton reliquaire est formidable parce que là, on a devant nous, donc sur la table où on enregistre, pas mal de jeux vidéo voilà, achetés à l'époque. Est-ce qu'on était déjà sur du rétro gaming? Parce que là, je vois des jeux Super Famicom, je vois des jeux de Famicom, je vois du manga, je vois des figurines achetées au musée Ghibli, je vois des artbooks. Là, on est vraiment à fond dans la pop culture. Clairement, mais 2003, c'était aussi une époque où encore, au final, les différents magasins de rétro gaming n'avaient pas nécessairement été pillés pour revendre sur eBay. Donc, c'était pas rare, finalement, dans n'importe quelle petite boutique de jeux vidéo, de trouver différents articles. Alors, c'était déjà du rétro gaming, vu qu'à cette période-là, on était en pleine phase PlayStation 2, GameCube, Xbox, de mémoire. Et donc, voilà, donc tout ce qui est Famicom, Super Famicom était forcément déjà du rétro gaming. Et je me souviens qu'on s'est quasiment, je crois, à chaque boutique qu'on croisait, on s'arrêtait, on regardait ce qu'il y avait, et c'était vraiment pas difficile de trouver certaines pièces qui restent intéressantes dans une collection aujourd'hui. Je me souviens effectivement qu'on avait arpenté beaucoup alors à la fois des évidences comme Super Potato à Akiba ou alors les Mandalake. On avait aussi fait beaucoup de book-off, je crois, de mémoire, où on trouvait, comme tu le disais à l'instant, pas mal de pièces rétro gaming assez intéressantes. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes parce que peu de touristes veut dire peu de capacité de capitaliser entre guillemets sur la niche. Est-ce que là, de mémoire comme ça, là je vois une dizaine de jeux Super Famicom à côté de nous, tu te souviens à peu près combien ça t'avait coûté par pièce, ou c'est peut-être même encore écrit dessus? Je te vois allonger le bras pour vérifier. Alors là, j'ai un Bomberman Super Nintendo, alors je ne saurais pas dire lequel, à 200 yens. D'accord, donc 200 yens, 1,50 €. Là, j'ai un Chrono Trigger à 600 yens. Allez, 4 €. Un FF6 qui malheureusement heureusement est en très très bon état, mais qui malheureusement, par-dessus le petit plastique de protection, n'a plus le prix d'origine. Ah oui. Un Far East of Eden à 200 yens aussi. Pareil, 1,50 €. Le Mario Super Picross que j'avais ouvert pour y jouer. Un Super Mario RPG en très bon état, là 1680 yens quand même. Donc là, on est à peu près autour de 12 €, ce qui reste toujours moins cher que le remake qui va bientôt sortir sur Switch. Et pour le reste, malheureusement, c'est des boîtes qui n'étaient pas recellophanées ou remises ou mises avec justement un plastique de protection. Donc j'ai très certainement enlevé directement les étiquettes de prix. Est-ce que tu sais nous dire à peu près aujourd'hui ça, combien ça coûterait? Tu es revenu au Japon il y a quelques années, mais je pense que les prix ont été multipliés là. Alors je pense que trouver des jeux rétro à 200 yens, je pense que ça doit être un petit peu compliqué. En revanche, je mentirais si je disais que lors de mon dernier voyage, j'ai beaucoup regardé ce type d'article. J'ai bien sûr refait les classiques, Super Potato, Mandarake, mais malheureusement, je ne me suis pas attardé plus que ça sur les prix cette fois-là. On peut supposer, comme tu l'as dit, en tout cas, que ça ait beaucoup augmenté. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cherche du rétro gaming, c'est pas forcément à Tokyo qu'il faut aller si on veut faire des bonnes affaires. On va enchaîner, si tu le veux bien, sur le programme. Donc, on était resté 2 semaines au Japon.
on avait organisé notre programme un petit peu nous-mêmes, à la fois avec, on le citait tout à l'heure, Forum Japon, et puis à la fois avec l'aide du Petit Futé, qui est pas forcément, alors je vais pas dire du mal des guides touristiques, mais qui est pas forcément un choix éclairé, parce que, bon, pour plusieurs raisons, les guides de type Petit Futé, Routard sont pas forcément des guides très précis sur le Japon, c'est plus générique, mais c'est pas forcément les guides idéaux pour organiser son programme. Nous, on avait accès voilà, à Tokyo à fond, hein, Tokyo 2 semaines. Alors, c'est une ville tellement immense qu'elle pourrait le justifier de passer 2 semaines sur place, mais à rebours, on en a parlé là juste avant l'enregistrement. Moi, je regrette peut-être un petit peu de nous être trop axés sur Tokyo parce que finalement, on a peu découvert l'extérieur. Alors, on le fera chacun de notre côté dans nos futurs voyages, hein, mais c'est vrai qu'à cette époque, même si ça m'avait pas manqué, je me suis dit peut-être un petit peu en aval, voilà, on a fait que Tokyo, c'est peut-être un peu dommage. Bon, en tout cas, on en a quand même bien profité. Moi, je garde un excellent souvenir de Tokyo, bien sûr. Tout pareil. Alors, on a aussi quand même fait, on va revenir dessus tout à l'heure, mais fait de manière extensive, en long, en large, en travers, les 2 jours publics du TGS. Donc forcément, ça a aussi pris un peu de place sur l'emploi du temps. Mais pour moi, pour une première approche, ne parlant pas japonais non plus, ça m'a semblé être un package tout à fait convenable et dont je garde un excellent souvenir. Bon, le Tokyo Game Show, allons-y, hein. Commencer par ça parce que tu l'as dit, on a quand même passé 2 jours, c'est pas rien, 2 jours pleins sur le salon, donc ça se trouve à quelques encalbures de Tokyo. Je crois qu'il faut à peu près, il fallait 1 heure quoi, de train en gros, hein, pour y aller, pour aller jusqu'au Makuhari Messe. Bon, là je vais te laisser nous raconter un petit peu l'expérience TGS parce que c'est quand même quelque chose qui était assez grandiose par certains aspects. En tout cas, nous, ça faisait chacun de notre côté des années et des années qu'on lisait dans la presse et puis un petit peu voilà, sur internet des couvertures du TGS par des rédactions. Et là, on y était vraiment, enfin. Enfin, effectivement, comme tu dis. Ce que j'ai beaucoup apprécié, pour ne pas dire adoré dans cette première expérience au TGS, c'est que comme on était encore dans un monde où la connexion avec Internet, avec les news finalement sorties des journées presse, on l'a pas eu. On a eu plein de surprises, notamment la révélation du long métrage FF7 Advent Children. On n'en avait pas entendu parler. Et puis je me souviens qu'on approchait des guichets pour aller chercher nos billets et on voyait ces logos et puis la fameuse image avec Cloud à moitié d'un côté et Sephiroth à moitié de l'autre côté. Et on était impatients, on se demandait mais qu'est-ce que c'est. On voyait qu'il y avait aussi un peu de Kingdom Hearts. Donc effectivement, Kingdom Hearts 2 avait été dévoilé à ce TGS-là, me semble-t-il en même temps que Chain of Memories aussi. D'ailleurs, j'avais du coup ramené les posters d'Advent Children, de Kingdom Hearts 2. Et puis, c'était encore la grande époque des salons, donc les stands étaient quand même assez grands. Je me souviens, il y avait passablement de possibilités de pouvoir jouer, de pouvoir essayer les jeux. Je me souviens notamment d'avoir essayé Castlevania Element of Innocence là-bas. Alors bon, grand fan de la série, alors principalement la série en 2D, hein, on va pas se mentir. Les épisodes 3D sont un petit peu plus compliqués, mais il m'avait laissé un bon feeling qui s'est un petit peu amenuisé en faisant l'expérience complète à la maison. Mais voilà, je garde aussi un bon souvenir de la démo de ce jeu-là. De mémoire, je crois que chez Namco, il y avait un petit peu de Baton Kaitos. Chez Sega, c'était à l'époque où ils avaient fait les jeux Astro Boy aussi, entre la PS2 et la Game Boy Advance, où là aussi, il y avait pas mal de goodies Astro, de trucs comme ça sur le stand. Puis vraiment, une foule, une énergie, une ambiance vraiment... l'ambiance que j'attendais, ça cadrait totalement avec l'idée que je m'en faisais. Alors,
En revanche, et là, c'était pas toujours évident, il y avait beaucoup quand même de restrictions, photos, vidéos, comme d'habitude. On avait essayé de prendre à l'arrache, je me souviens, en vidéo avec un caméscope, euh, les, les bandes annonces justement de Kingdom Hearts et puis de FF7 Advent Children. J'ai souvenir qu'on a une vidéo un peu moisie quelque part qui reste de ce trailer. On avait réussi à éviter un peu contourner tous les gens qui viennent exprès devant la caméra avec des pancartes pour dire qu'on n'avait pas le droit de filmer. Alors je sais pas si j'ai le droit de raconter ça ici, mais Il y a prescription. il y a sans doute prescription, voilà. Et puis je me souviens, bah, c'était un peu aussi le challenge parce qu'à l'époque, on avait encore les forums sur Campai. Et du coup, on avait voulu essayer d'en faire profiter notre communauté. Et voilà. Alors je rebondis un petit peu sur FF7 Advent Children, hein, parce qu'on avait donc notre troisième comparse, c'est Jarod, hein, pour ne pas le citer, qui est bien connu de la communauté Gamecult, qui lui était un grand fan, et je pense toujours aujourd'hui, de Final Fantasy VII. Petite capsule dans ce podcast enregistré avec Julien en Suisse. Je suis de retour en France et j'enregistre un petit segment avec notre ami Steve, qui était le troisième larron de SOS Japon. Steve, également connu sous le pseudonyme de Jarod sur Internet. Salut Steve. Salut Gaël, content de te revoir et merci de Bah, m'accueillir. merci à toi, un grand plaisir de se voir et de savoir à nouveau, et merci de participer à ce podcast. Tu étais le troisième voyageur de ce voyage, on était tous les trois avec Julien, donc il y a déjà 20 ans, donc ça, comme tu le disais là juste avant qu'on commence à enregistrer, ça ne nous rajeunit pas. On était tous les trois, on était partis ensemble, comme on l'a expliqué avec Julien. On s'était rencontrés quelques temps avant sur des forums internet autour du jeu vidéo. Tu as des souvenirs de ça, du pré-voyage, de la préparation qu'on avait faite ensemble? Oui, oui, je me rappelle même du forum, la communauté sur lequel on s'était rencontrés. Elle doit plus exister aujourd'hui, mais en tout cas, je me rappelle aussi qu'un jour, effectivement, tu m'invites comme ça. Alors contrairement, parce que toi et Julien, vous vous connaissiez quand même depuis, je pense, quelques temps. Bah, vous faisiez campagne de toute façon ensemble. Moi, par contre, voilà, j'ai été invité comme ça, un peu par surprise. Donc j'étais quand même bien content parce qu'aller au Japon, bah oui, oui, c'était quelque chose que je voulais évidemment faire. Ouais, je pense que le courant était tout simplement bien passé entre nous, et puis tu commençais la fac, enfin t'allais commencer en fait la fac de japonais à Toulouse à cette époque-là, et c'est vrai que le Japon c'était pour toi un gros intérêt, à la fois côté jeux vidéo, pop culture, et à la fois côté linguistique. Ouais, en fait, en réalité, on partait juste avant que tu démarres la fac de japonais. Exactement ça. C'est marrant, c'est que je m'apprêtais littéralement un mois avant qu'on fasse ce voyage, qui avait donc lieu en septembre 2003. Je changeais un petit peu de vie entre guillemets. Enfin, je quittais ma Côte d'Azur natale pour aller direction Toulouse pour commencer la célèbre vie de couple. Euh, et en arrivant à Toulouse, c'est vrai que ça m'ouvrait aussi les portes de la fac de japonais. J'avais pas ça chez moi à Nice. Et en arrivant à Toulouse, je commençais le japonais. Donc on a fait notre voyage au Japon. On est revenu du Japon, je commençais le japonais. Contrairement à toi, je suis pas allé très loin, disons-le, au niveau japonais. C'est pour ça que vous aurez pas d'échange en japonais dans ce segment. Ce sera pas possible pour moi, mais en tout cas, heureusement. Par contre, que toi, tu avais déjà, je me rappelle, validé 2 années de japonais au moment où on est parti. Je pense quand même que ça a bien facilité quand même certaines choses quand on était là-bas, même si on n'avait pas besoin de tenir des conversations incroyables, mais ça nous a quand même pas mal aidé. Et même pour les préparatifs, tu me demandais si je me rappelais des préparatifs, mais les préparatifs, c'est toi qui les avais tous faits. Euh, de la réservation de l'hôtel, on va évidemment en parler hein, du Nukoyo, mais la réservation de l'hôtel, le Japan Rail Pass, déjà indispensable à l'époque, et tout le planning de qu'est-ce qu'on allait faire tel ou tel jour. Il faut rendre à Gaël ce qui est à Gaël, hein, c'est toi qui avais tout préparé à l'époque. Je crois que Julien et moi, on t'a suivi, on a pris nos billets d'avion, notre budget, et puis on t'a suivi, quoi. C'était tout confort pour nous. Tu découvrais comme nous, mais t'étais un peu le guide touristique quand même, hein.
Je pense que ça nous arrange bien. Moi, en tout cas, ça m'arrangeait bien, vu le niveau zéro de l'organisation et tout ça. Bah, avec leur recul, enfin, je trouve que ça a été fait assez simplement et puis on avait fait quelque chose qui était à notre image aussi. On avait passé en tout cas des bons moments. On en parlait juste avant d'enregistrer justement que toi, tu as des souvenirs un peu transverses entre guillemets de ce voyage. T'as plein de petits détails qui te reviennent, des anecdotes, mais t'as pas un souvenir global ou quelque chose qui ressort plus que les autres, non? C'est vrai que je me suis auto-posé la question. Steve, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au final de ces 2 semaines au Japon? J'arrive pas à ressortir un truc en particulier, un lieu, un événement, une personne. Non, c'est comme j'arrive pas à extraire un truc. Je crois que je tiens trop au moindre souvenir, aussi anecdotique soit-il, de ce qu'on a fait. Et c'est vrai que je me rappelle peut-être de choses anecdotiques, mais voilà. Quand je regarde un peu mes photos, par exemple, j'ai les photos entre parenthèses, précisons-le, que j'avais dû perdre et que toi t'avais entièrement conservé. Donc grâce à toi, j'ai pu les récupérer. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes photos du Japon. Mais tu vois, il y a pas mal de lieux que j'arrive pas à restituer. Akihabara, Shibuya, d'accord. D'autres lieux plus naturels, il y a un parc. Peut-être que c'est le parc de Ueno. Ça te dit quelque chose? Probablement. Le Ouais. parc de Ueno. À un moment donné, on a visité un zoo, je m'en rappelais pas. Oui, c'est Euh, ça. alors, le Kinkakuji, ça d'accord, ça évidemment, c'est la photo que tout le monde, des millions de touristes ont pris la même photo hein, à Kyoto. Il y a des lieux dont je me rappelle pas. Mais voilà. Mais je sais que tout était bien. Même le New Koyo, même l'hôtel? Ah, le Nukoyo, ça, il faut faire un chapitre entier dessus. Évidemment, alors quand même, partir au Japon, c'est un budget, et on va avouer que ni toi ni moi, on se rappelle exactement de combien on avait dû mettre de côté. C'est bête de pas s'en souvenir. C'était pas mal, mais en tout cas, il avait quand même fallu faire des économies sur l'hébergement, c'est évident. 2 semaines au Japon, il avait fallu choisir quelque chose d'assez modeste. Et le Nyokoyo, je pense que c'est ce que tu avais trouvé de plus modeste. Le Nyokoyo, voilà, c'est une auberge, une espèce d'auberge 0 étoile. Mais j'ai souvenir plein de tendresse, moi, de là-bas. Hein. On arrive et je sais pas si tu te rappelles, le mec à l'accueil était français à ce moment-là, quand on y était nous. Ah, je me souviens pas de ça. Et ouais, il était français, pas le patron. Hein. Le patron, on l'avait vu, il ressemblait à un Yakuza, mais le mec à l'accueil, c'était un jeune français. Je sais plus que c'était le contexte. Mais en tout cas, donc voilà, cette petite auberge, tu dormais évidemment sur le sol, on appelle ça le futon. On avait quand même notre petite télé pour nous imprégner des chaînes locales. Bon, les toilettes, douches sur le palier, tout ça. Mais on s'en foutait. Moi, j'ai un souvenir chaleureux de ce petit cocon-là dans lequel on revenait tous les soirs. Et ouais. La taille des chambres faisait assez intimiste, effectivement, comme on le disait, au vu de notre incapacité juste à étendre les bras. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai un souvenir aussi. Bon, ça faisait partie du voyage étudiant, du voyage où on consacrait plutôt un budget aux souvenirs, aux sorties. Et tu me parlais justement de la découverte d'Akihabara. Ça fait partie de ces choses comme ça qui étaient indispensables. Enfin, je sais que toi aussi, tu étais assez fan de pop culture et de jeux vidéo à l'époque. Ça fait quelque chose quand même de sortir de la JR et d'arriver à Akihabara comme ça. On s'est quand même rencontrés clairement autour du jeu vidéo. On était sur un forum jeu vidéo. Par extension, bien sûr, toute la culture populaire, manga, séries d'animation, etc. Et on est tous partis de là, je pense, avant d'étendre notre intérêt plus généralement au Japon. Mais Akihabara, si je me rappelle bien, c'est le, le premier soir. On est allé le premier soir, je crois. Ouais. Si je me rappelle bien, c'est notre visite du premier soir, sans surprise. Je sais pas, il y avait tout ce mythe autour de ce quartier qui, je crois, a un peu périclité depuis. Enfin, c'était notre première destination. Ouais. Et puis bien J'ai des sûr beaux- j'ai- le Tokyo Game Show, hein, c'était un petit peu le miroir déformant, comme tu l'as dit, on avait choisi notre période aussi pour ça, hein, c'était vraiment un souhait. Ouais, on ne pouvait pas faire 2 semaines au Japon et ne pas inclure le Tokyo Game Show dedans. 27-28 septembre 2003.
Ben, on a vécu un Tokyo Game Show, n'empêche, on est assez vieux pour avoir vécu un Tokyo Game Show à l'ère pré-smartphone. Alors les Japonais étaient déjà scotchés sur leur Kaitai, hein, attention, mais n'empêche qu'on a connu ce Tokyo Game Show qui était encore essentiellement consacré aux consoles. Je crois que le PC était inexistant, c'était vraiment entièrement sur les jeux consoles. Euh, le, je parlais d'être marqué par des souvenirs anecdotiques, voilà. Au Tokyo Game Show, quand on entre, je sais plus pourquoi on était entré non pas par la porte en bas, mais par le dessus, par un étage. La première chose qu'on voit, c'est un une grosse affiche de Cloud, le héros de FF7, mais un format cinématique super réaliste et tout ça. On voit marqué FF7 Advent Children. Et en fait, bizarrement, même si on était en 2003, faut savoir que déjà à ce moment-là, moi je fantasmais sur un remake de FF7, pas seulement pour avoir refaire le jeu en FF7 qui était mon jeu préféré, pas seulement pour le refaire en plus beau, mais pour avoir une vraie traduction aussi, la fameuse traduction française. Donc quand on arrive là-bas, on se dit mais si c'est un remake d'FF7, qu'est-ce qui se passe? C'est devant nous. Et tu sais ce qui est incroyablement paradoxal et même vraiment bête, c'est que on est sur place, on regarde la bande-annonce cinématique défiler, on voit le machin FF7 Advent Children et on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est, alors qu'on est sur place. Et il faut attendre le soir, quand on rentre à l'espèce de petit resto cybercafé qui était à côté du Nokoyo et qui était notre repère tous les soirs pour faire le point internet, il a fallu attendre le soir d'arriver, de se connecter au net pour lire grâce à la presse jeux vidéo anglophone FF7 Advent Children, ben voilà, c'est un film, c'est pas du tout un jeu, c'est un film qui se déroule après les événements d'FF7. Voilà le genre de truc bête qui m'a marqué, c'est d'être sur place, mais il faut quand même aller sur internet pour comprendre ce qu'on avait devant les yeux. Ouais, c'est vrai, c'était un autre temps. Je me souviens effectivement de ça, on l'a abordé avec Julien. C'était vraiment un autre temps. Ah Et, bah, euh, et c'est vrai que c'était pas forcément expliqué sur place, hein. Toi, tu avais 15 ans d'avance déjà dans ta prospective. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a découvert ça, on se demandait ce que c'était à la présentation. Ouais, ça, je je me souviens disais, de ça. on a visité le Japon pré-smartphone, il n'y a de rien, c'est tout bête, mais il faut est-ce que les jeunes qui écoutent là vont être est-ce qu'il faut expliquer aux jeunes qui nous écoutent que même nos photos nous ne les prenions pas avec nos téléphones? Ouais. Figurez-vous, non, c'était de vrais appareils photo, un appareil dédié, incroyable, hein. Non, c'est tout bête, mais ouais, c'est presque un vieux Japon qu'on a connu. Ouais, et pour rebondir sur les appareils photo, pardon, je te coupe, mais je me souviens même que tu étais le seul de nous trois. Alors Julien avait acheté un caméscope sur place, mais tu étais le seul de nous trois à avoir un appareil numérique, je crois, qui avait été prêté par un membre de ta famille, si je me trompe pas. Je me rappelle pas. Et nous, Je me on était rappelle. en photo argentique. Alors là, pour le coup, D'accord, ouais. ça nous met un vrai coup de 20 ans dans la figure parce que Là, développer des photos, c'est quelque chose qu'on a oublié, hein. là, tu me rappelles un détail que j'avais oublié. Sur le TGS, par contre, une autre anecdote que j'ai de ce TGS, je suis à peu près sûr sur le stand Sega d'avoir croisé le regard de Yuji Naka, Oui, il était présent. co-créateur de Sonic, etc. Oui, il avait fait une présentation cette année-là sur scène après. Je crois que j'ai essayé bêtement un petit peu de lui sourire, tu vois, mais j'ai même pas osé entamer une conversation parce que j'aurais pas pu tenir quoi que ce soit. Mais c'est juste marrant par rapport à l'actualité, en fait, de me rappeler que j'ai croisé Yuji Naka. Je sais pas si tu as suivi l'actualité, parce que là, il, il est quelque démêlé avec la justice, le Oui, monsieur. j'ai entendu parler de ça. Petit problème de délit d'initié chez Square Enix. Mais bon, J'ai lu ça sous ta plume, on va en parler un tout petit peu après dans le podcast. ben, je suis flatté. Et TGS, le TGS, tu veux savoir ce que c'est mon jeu, mon jeu du TGS, du coup, cette Je année-là? t'écoute. C'est pas Monster Hunter, qui est un petit jeu chez Capcom qu'on découvrait, hein, sur le stand Capcom, Monster Hunter. Il paraît que ça allait devenir un gros truc. C'est pas Monster Hunter, c'était sur le stand Bandai Namco, le jeu pour lequel j'ai refait la queue 10 fois. C'est Taiko no Tatsujin. C'est ça, mon jeu du salon de TGS U3, c'est Taiko no Tatsujin. Comme quand on passait devant une salle d'arcade, car on en a vu des salles d'arcade. Je faisais du taiko dès que l'occasion se présentait. Pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est le jeu de rythme. Le taiko, c'est le tambour, hein. Donc les baguettes, voilà, jeu de rythme avec le tambour. Et je suis reparti du Japon
J'ai été marqué par ce jeu à tel point que je suis pas reparti du Japon sans en emporter 2 de ces taiko dans les sacs de sport qui me servaient de bagages. Je sais plus comment j'ai réussi à faire rentrer ça parce que ça débordait de toutes parts, mais je suis rentré du Japon avec mes taiko pour PS2. Je me souviens de ça, et je me souviens de ça d'autant plus que après l'enregistrement avec Julien, il m'a montré une partie de la vidéo qu'il avait filmée sur place, et on a, je crois, des sessions entières de nous trois en train de jouer à Taiko no Tatsujin. On se passe Ouais, le caméscope pour se filmer, oui, et ouais, c'est vrai que c'était vraiment un rythme, pour le coup, un rythme pointillé de notre voyage. Et je me souviens effectivement que tu avais ramené les Taiko, tu avais dû laisser une boîte même, je pense, tellement ah oui, ça j'ai pas prenait de pris les place. cartons, j'avais pas pris les Ouais. cartons. Et t'as raison pour ces vidéos, ben, je les ai perdues aussi, comme avec les photos. Mais c'est vrai on s'était filmé en train de jouer en taiko. Ouais. Ouais. À part les taiko, t'as d'autres souvenirs de ce que tu avais ramené du Japon à l'époque, les souvenirs les achats que tu avais fait sur place? J'avais ramené un manga de Saint Seiya, le tome 1 en japonais, juste pour la frime. J'avais ma GBA sur moi, ma Game Boy Advance, j'avais dû ramener un ou deux petits jeux. En revanche, du TGS, j'avais ramené tout un sac de goodies, de fascicules, de trucs comme ça. Ça j'ai encore, hein. Ça, j'ai encore. Ah! Tu sais, j'avais acheté, Pigeon, le fan d'FF7, tu sais, le fanboy. J'avais acheté une espèce de pins de badge de la Shinra, un goodies comme ça. J'avais acheté ça. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'on a ramené d'autres sinon du Japon? Non, c'est déjà pas mal, hein. Tu me rappelais juste avant l'enregistrement que, d'ailleurs, alors ça c'est pareil, c'est un signe d'un autre temps, tu étais venu avec des Western Union, je crois, on avait dû aller à la banque, c'est ça? Je me souvenais pas de cette anecdote Tu te en souviens pas de arrivant. ça? Non. Moi si, parce que toi t'étais venu apparemment directement avec des yens. Moi non. Ce que j'avais, c'était des espèces de gros coupons de bons, effectivement, qu'il avait fallu échanger à la banque. Ça avait pris un petit peu de temps, mais grâce à toi, ils avaient quand même compris ce qu'on voulait, ce qu'ils voulaient, les trois gaijin, là, à la banque, qui parlent pas un mot de jap, ouais, ouais. Ouais, je me rappelle pas quel était notre budget, mais en tout cas, je pense qu'il me restait pas beaucoup de yens en repartant. Quelques piécettes, peut-être un ou deux billets, mais on avait dû bien dépenser, quoi. Donc grosso modo, c'est quand même un souvenir, je pense assez positif pour toi également, comme on en parlait? Il y a un moment un peu moins positif, je sais pas si vous avez souvenir de ça, mais moi oui. On parlait du New Koyo tout à l'heure. Moi, le New Koyo, j'y suis resté un peu plus que vous, parce que j'ai eu une journée, je crois que c'était vers la fin du voyage. Je suis resté alité une journée. Heureusement, ça a duré qu'une journée. J'avais un mal de dents inexplicable, mais j'avais mal au point que ce jour-là, je suis pas venu avec vous. Je suis resté alité. Ce que j'avais mis sur le compte d'une rage de dents, je pense maintenant qu'en fait, c'était mes dents de sagesse qui commençaient à faire des siennes dès lors. Pour l'anecdote, l'excursion que j'ai ratée ce jour-là, c'était le marché aux poissons de Tsukiji. Alors, je sais pas si vous en avez un grand souvenir, mais c'est vrai que moi, j'ai une tolérance assez limitée aux odeurs de poisson, donc je me dis que c'est un mal pour un bien, quitte à rater une journée, d'avoir raté celle-là. Ouais, Ouais, oui, bah, on a surtout un souvenir, entre guillemets «ému» parce que, maintenant, enfin, quelques années plus tard, il est devenu interdit, ce qui me semble aussi logique à rebours, mais de parcourir les allées pendant la phase de vente, hein, tout simplement, des poissons. Et puis, là, depuis quelques années, maintenant, même pré-Covid, il y a plus de Tsukiji en réalité, enfin, il reste le marché extérieur, mais tout a été déménagé à Toyosu pour les professionnels, et on n'a plus cette entrée dans le marché. Mais si tu avais comment dire, si tu supportais pas très bien les odeurs de poisson, c'était pas forcément une visite indispensable pour toi, et comme tu l'as dit, c'était peut-être un mal pour un bien au final. et ouais. Bon, t'as jamais eu l'occasion de repartir au Japon, malheureusement. Tu me disais juste avant de commencer l'enregistrement que ce serait peut-être le cas, parce que tu es devenu papa, donc félicitations, ce serait peut-être le cas avec ta fille dans les années qui viennent. C'est vrai que le Japon a toujours ce soft power qui est très puissant, et que ce soit avec Pokémon, avec Mario ou d'autres licences, les enfants nagent vite dedans, et ça pourrait être l'occasion pour toi peut-être de repartir. Tu y as pensé? Ouais, clairement. Alors je forcerai pas ma fille à aimer ce que j'aime, évidemment, mais déjà merci pour les félicitations. Je te félicite aussi. T'as 10 ans d'avance sur moi, hein. Moi j'ai un peu tardé. J'ai repoussé l'échéance autant que possible, hein, avant de devenir papa, mais voilà, papa à 40 ans. Oui, c'est vrai que je me dis en fait,
si effectivement la petite elle développe un minimum d'intérêt pour le Japon, ben oui, ce sera une excuse parfaite pour refaire un voyage en famille dans quelques années. D'autant que bah, la maman elle est tout à fait pour aussi, donc en fait voilà, ce serait une bonne opportunité. Ce sera l'opportunité aussi de faire ce que nous on n'avait pas fait quand on avait 20 ans et qu'on était près de nos sous, c'est-à-dire peut-être manger quelque chose de japonais en fait, parce que au risque de hérisser, au risque de choquer les gens qui vont nous écouter, les amateurs de gastronomie, il faut bien reconnaître qu'on a passé 2 semaines au Japon à manger les frites du cybercafé qui était en bas. On a fait je me rappelle de McDo, et puis on grignotait ce qu'on pouvait à l'indispensable combini 7-Eleven qui était en bas du Nukoyo. On a même fait un resto italien. On va au Japon, les mecs ils vont au Japon pour manger des spaghettis, d'accord? Mais surtout, on n'avait rien mangé de traditionnel, les sushis, les nouilles, etc. Ça, Non, c'est vrai que c'était pas un voyage gastronomique, hein. c'était pas gastronomique, j'y ai repensé après coup, je me suis dit, mais bon, mais voilà. En tout cas, bon, nous aussi, on a un souvenir hyper tendre de ce voyage avec, comme tu l'as dit, toutes ces entre guillemets erreurs, mais ça faisait aussi partie de l'ambiance de l'époque. On était étudiants, comme tu l'as dit, le budget était limité. On a fait plein d'erreurs, mais c'était un voyage tellement plaisant que je suis super content d'entendre ça. Je voulais parler un petit peu de ton parcours, hein, un petit peu postérieur à ce voyage, parce que tu es devenu journaliste en réalité, tu es resté dans le jeu vidéo, tu as travaillé pour différents sites. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours rapidement là sur ce qui s'est passé pour toi après? Ben, moi, dès que j'ai eu Internet, de toute façon, c'est-à-dire en 2001, avec mon PC et tout ça, j'ai commencé à scribouiller là où je pouvais. Et fin 2004, donc pas très longtemps après notre voyage, là j'ai l'opportunité de rejoindre la première rédaction dite professionnelle, ouais, qui est Jeux Actu. Là je passe 2 ans. Après ça, sur Jeux Actu, je rencontre Rodolphe Donin, rédac chef, qui ensuite me fait venir à JVN, qui est un site qui va durer 5 ans. Le site à l'époque c'était le grand groupe de presse de l'époque, Future France, Yellow Media, qui avait tous les magazines à l'époque, tous les magazines papier. Ils finissent enfin par se lancer sur net en 2009. L'aventure tourne court par contre au bout de 5 ans. Mais la chance que j'ai, c'est que pile au moment où le site où JVN s'arrête, la chance que j'ai, c'est que il y a Thomas Cusso, alias Yukishiro, qui était sur le point de devenir rédacteur en chef de Gamecult, qui m'invite à venir sur Gamecult pour faire des news, ce qui est un peu devenu ma spécialité. Yukishiro, je le connaissais en fait que par des échanges sur les forums, sympathiser sur les forums comme toi et moi en fait. J'ai pu aller au Japon grâce à quelqu'un avec qui j'ai discuté sur les forums, et j'ai pu être et je suis sur Gamecult depuis 10 ans grâce à quelqu'un avec qui j'ai discuté sur les forums. C'est parfois des rencontres quand même toutes aussi simples que ça, c'est le hasard, c'est les bonnes rencontres quoi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Saint Jarod, roi de la news. Ah oui, le petit mème qui perdure, bah ouais, c'est un Jarod, ouais. Bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi et puis d'enregistrer ce segment pour le podcast des 20 ans de notre premier voyage au Japon. Et moi donc. Avec chacun des expériences à raconter. Et puis, je te remercie encore d'avoir participé. J'ai aussi un souvenir très, très ému de ce voyage. Et c'était vraiment... Je le referais de la même manière, je pense, si on repartait Totalement, tout totalement. pareil. Et c'est moi qui te remercie. Je précise d'ailleurs que c'est la première fois que je faisais un podcast. Première fois que j'utilise la caméra et le micro de mon PC. Voilà, pour l'anecdote. C'est donc une exclusivité. C'est une exclusivité Kanpan. Bon, bah, tout s'est bien passé. Merci à toi, Steve. Merci beaucoup. Merci, Gaël. Bonne Allez, on retourne en continuation. Suisse. Salut. Ciao. Et c'est vrai que je me souviens effectivement découvrir, comme tu le disais, cette affiche de très loin. On se disait, mais attends, c'est une suite à FF7. On ne savait pas vraiment ce qui allait arriver, puisqu'on était post FF10-2 et ainsi de suite. Donc, non, finalement, c'était ce film. Et je me souviens que Jarod était assez fou aussi. Était assez
assez excité par l'annonce. Alors, outre le TGS, évidemment, on a passé beaucoup de temps à Akihabara. C'était vraiment le Akiba de la grande époque, hein, donc avec les immenses enseignes Sega qui aujourd'hui ont disparu. Il y avait des salles d'arcade un peu partout. On a passé pas mal de temps à s'amuser. Est-ce que tu as des souvenirs de quels jeux on avait, sur lesquels on s'était amusé dans les arcades? Alors Taiko no Tatsujin, forcément, inévitable. Et c'est un peu... ouais, à chaque fois que je vais au Japon, enfin à chaque fois, pour les 2 autres fois où je suis allé, il y a forcément un moment où il faut que je m'arrête devant un Taiko. Il faut que j'aille faire une partie. Le pèlerinage. C'est le pèlerinage, c'est la nostalgie. Non, c'était vraiment un excellent jeu. Je me souviens aussi de la bande d'arcade du F0 AX, qu'on a eu fait quelques fois, qui était aussi très sympa. Et à côté de ça, sans doute qu'on en a fait plein d'autres, mais s'il fallait en retenir qu'un, clairement, Taiko no Tatsujin. C'est vrai qu'on a fait quelques parties. Mm-hmm. Après, on a divisé notre voyage, donc côté est, côté ouest, évidemment, de Tokyo, et puis même un petit peu plus loin. Sur l'ouest de la ville, on avait parcouru évidemment le combiné, hein, Shibuya, Harajuku et Shinjuku. Donc à l'époque, c'était encore la mode qu'on appelle des loose socks. Ça veut dire que les filles portaient des grandes chaussettes au bas des jambes. Elles avaient les cheveux marrons. C'était juste après la mode des Kogyaru. Donc c'est à l'époque où Shibuya était encore un quartier de la mode très jeune. C'est plus forcément trop le cas aujourd'hui. Du côté d'Harajuku, c'est pareil, Takeshita-dori, donc évidemment encore aujourd'hui une rue très connue, mais beaucoup plus commerciale, je dirais très touristique. À l'époque, c'était encore peut-être le dimanche des jeunes japonais. On avait aussi pas mal de cosplay. Je crois me souvenir qu'on avait vu des cosplays aussi aux alentours de Meiji Jingu. Donc voilà, ça c'était un petit peu le Tokyo West de l'époque, qui aujourd'hui a un petit peu changé, je dirais, mais bon, à l'époque c'était encore très, très pop. Côté Est, on avait fait Asakusa, je crois que ça faisait partie de notre journée à vélo. On avait fait une journée à vélo. Une journée à vélo, tout à fait. On était allé visiter, bien entendu, le Sensoji, qui est un des temples, sans doute le temple le plus connu de Tokyo. Et puis on avait fait une petite balade aussi à Ueno, donc dans le parc. On avait même vu les pandas au zoo, si je ne me trompe pas, à l'époque. Oui, j'ai des photos pour prouver qu'on a vu les pandas, effectivement. Des photos papier. Des photos papier, oui. Qui ne nous rajeunit pas. Non, effectivement, voilà, à l'époque, même pas d'appareil photo sur les smartphones, donc forcément, appareil photo argentique, voilà. Et donc, tu disais, photo, tu me parlais hier soir, là, autour d'un bon repas, que tu avais retrouvé quelques photos qui étaient floues, qui étaient noires, ou qui étaient... c'était un flash, alors t'as cru... je crois que t'as découvert de quoi il s'agissait. Alors, on a eu un petit doute en préparant ce podcast sur est-ce qu'on était allé ou non dans la Tokyo Tower. Et j'ai des photos de la Tokyo Tower de nuit suivies de photos de flash contre une vitre. De nuit, je présume que ça peut être une évidence qu'on était bel et bien allé en haut de la Tokyo Tower de nuit. On avait fait aussi Tsukiji, donc c'est le marché aux poissons. Alors, on en parle encore aujourd'hui, même si ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'il a déménagé. En tout cas, la partie de Tsukiji, marché aux poissons, a fermé pour les professionnels. Maintenant, ça se passe à Toyosu, un petit peu plus loin. Et à l'époque, c'est vrai qu'on pouvait carrément rentrer dans le marché aux poissons. Je me souviens qu'on avait déambulé dans les allées, même si on ne s'était pas forcément levé aux aurores pour ça. Aujourd'hui, c'est impossible. On se balade, je crois qu'on est, j'en suis sûr, même on est surélevé, on est séparé des professionnels par des vitres. On peut plus les déranger. À l'époque, c'était vraiment open bar. On s'était baladé, nous, entre les étals. C'était quelque chose. Ouais. Alors, on était arrivé effectivement peut-être un peu tard sur le matin de mémoire. Mais autrement, c'était comme aller dans n'importe quel marché au final, totalement ouvert, on se promène, on regarde. On avait discuté un petit peu avec certains vendeurs, découvert des poissons un peu exotiques, et c'est vrai que c'était vraiment une super expérience. On a passé du temps également à Odaiba. Oui. Ça, je pense que tu peux nous en parler, parce que je crois que c'était même toi qui avais pas mal organisé la journée. Il y avait successivement plusieurs choses qu'on avait faites pendant cette journée. Alors, on avait, sauf erreur, commencé par le Sega Joy Police, donc plus qu'une salle d'arcade, un parc d'attractions dédié à Sega, où on avait
passé pas mal de temps, fait quelques attractions, fait quelques bornes d'arcade également qui étaient présentes là-bas. Je pourrais plus citer les jeux. Et je ne sais pas si c'est dans le voyage de 2003 ou si c'était quand même déjà dans le voyage de 2009. Je me souviens qu'il y avait une borne d'arcade avec une espèce de table, et puis je crois qu'il fallait s'énerver, taper dessus, puis ensuite la renverser. Je ne sais plus si c'était avec toi que j'avais vu ça, mais ça m'avait assez interpellé comme possible. concept. On pourra vérifier de quand date ce jeu. Ouais. Et voilà, donc on a commencé par ça, puis ensuite on s'est promené sur l'île. Alors il y avait déjà beaucoup de centres commerciaux, enfin beaucoup de divertissements. Bien entendu un petit détour par la petite statue de la Liberté, un détour également par la plage. Je sais plus si on avait trempé les pieds, mais je crois qu'on avait... Ça, c'est une bonne question. Ma mémoire me fait défaut là-dessus, mais oui, on était descendu, certainement. On était descendu en tout cas sur le sable, ça c'est sûr. J'ai quelques jolies photos d'ailleurs, justement dans les petits papiers qui traînent là. Et j'ai une anecdote qui était assez intéressante. Pendant le repas de midi, on avait mangé déjà une pizza. Alors j'ai la photo parce qu'elle était tellement éclatée que elle méritait une photo. Elle méritait une photo argentique à elle toute seule. Et j'ai souvenir, et ça m'avait assez étonné, que sur une autre table du restaurant, il y avait justement un couple de jeunes, et les deux jeunes étaient clairement tout le long dans leur... c'est juste les portables de l'époque, c'était quoi? Ils appelaient ça les Keitai ou quelque chose comme ça? Oui, au Japon, on appelait ça les Keitai, effectivement, ouais. Et après, on a appelé ça les Galake, parce que c'est les portables des Galapagos, les anciens à clapper, en fait. Okay. À l'époque, c'était hyper moderne. Et je crois que pendant tout le repas, ils se sont genre pas adressé la parole, et ils ont passé tout leur repas, chacun sur leur Keitai. Et ça m'avait assez... Enfin... Ouais, j'avais trouvé ça un peu étrange, et bon, bah... Le monde allant comme il va, aujourd'hui, c'est une scène tout à fait commune qu'on pourrait voir dans n'importe quel café ou restaurant ici, avec deux personnes qui finalement ne se parlent pas beaucoup et sont chacun sur leur smartphone en partageant un repas. Mais à l'époque, ça t'avait surpris, c'était nouveau. Et ouais, voilà. On avait enchaîné après de l'autre côté d'Odaiba, du côté un peu plus en hauteur, derrière les grands malls. On avait notamment fait 2 visites assez sympas, je crois. Alors, il y avait bien entendu le Panasonic Store, forcément, avec à l'époque, la grande époque de la GameCube, un peu ce partenariat entre Panasonic et Nintendo, qui fait qu'il y avait un petit coin Nintendo avec une petite statue de Mario, quelques jeux à essayer, et puis si mes souvenirs sont exacts, et je peux peut-être même te les retrouver, il me semble que du fait qu'on avait essayé certains jeux, on avait droit à des goodies, et il me semble avoir pris des sortes de petites vignettes de Zelda Wind Waker que je dois avoir encore dans un tiroir quelque part. Oui, je te le confirme. Et puis, en dehors d'Odaiba, on avait visité le musée de Ghibli. Alors finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une évidence. Donc le musée de Ghibli, pour ne pas le citer, donc c'est un musée qui est à la gloire des films, notamment de Hayao Miyazaki. Il a ouvert en 2001. C'est vrai que j'avais pas fait attention à l'époque, mais on est allé le visiter quasiment après son ouverture, seulement 2 ans après. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'intègre dans quasiment tous nos voyages au Japon quand on ne connaît pas, mais ça reste un petit pèlerinage aussi en quelque sorte, parce que on a beaucoup d'amateurs de Miyazaki dans notre entourage, mais à l'époque, c'était une découverte qui nous semblait naturelle, mais en fait, le musée était tout récent. T'as des souvenirs de ça, de cette visite? Parce que tu l'as refait, moi aussi, mais à l'époque de 2003. Alors, je l'ai refait effectivement dans les 2 visites suivantes, enfin dans les 2 voyages suivants. Et la première fois, je me souviens d'un film. Est-ce que c'était pas un film avec une baleine ou quelque chose comme ça? Exactement, voilà, qui était projeté dans le petit théâtre à l'intérieur. Je me souviens. Alors, la déco, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de grande révolution dans la déco, dans le musée en lui-même. D'une fois sur l'autre, mais clairement c'était
moi qui suis aussi un grand fan de parcs d'attractions, enfin qui a l'habitude aussi, parc Disney et autres, c'était vraiment impressionnant de voir aussi ce souci du détail là pour tout ce qui est Ghibli. Même les WC sont thématisés, c'était assez incroyable. Et puis, dans cette visite-là, donc je crois que c'est toujours le cas, on réserve un slot, il n'y a pas plus de personnes par heure. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'il y avait sensiblement moins de monde sur les slots horaires que sur les voyages suivants. Maintenant que tu le dis, c'est possible hein, que les quotas fussent plus faibles à l'époque que plus récemment. Alors j'en profite, hein, évidemment, je suis comme toi Julien, moi je suis un grand fan du musée et puis des films. Si vous souhaitez, alors je fais l'instant promotion, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, j'ai écrit un bouquin sur Miyazaki, donc n'hésitez pas à aller le consulter chez Sœur d'édition. Donc ça évidemment c'était le moment pèlerinage du musée Ghibli, et puis on avait quand même essayé aussi un soir de profiter de la vie nocturne tokyoïte. On s'était dit on va aller faire un tour du côté de l'Oppongi, donc ça on en a parlé hier soir. Je te laisse raconter cette anecdote si tu veux parce qu'elle est assez amusante. Voilà, donc on était un peu chaud bouillant pour y aller. Je ne sais plus ce qu'on a fait sur la journée, mais c'était quand même déjà... La soirée était quand même déjà bien avancée, mais on était motivé. Donc voilà, donc depuis Minoa, on a pris le métro, on a avancé un bout, et puis soudainement, le métro s'est arrêté. Et il s'est arrêté. On était très organisé à l'époque. Voilà. Donc, on est sorti du métro. Gaël, t'avais essayé d'avoir des informations sur ce qui se passait. Et puis, grosso modo, le métro s'arrêtait là pour ce soir. Donc, on était un peu coincé à mi-chemin, ou peut-être à quart chemin, j'ai envie de dire, sans vraiment savoir si est-ce qu'il valait mieux continuer à pied, puis trouver après d'autres moyens de rentrer au petit matin. Ou est-ce que à ce moment-là, on rentrait vers l'hôtel, mais on voulait quand même pas passer une soirée sans avoir pris un verre ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, on a décidé d'embrayer le chemin vers l'hôtel et puis de s'arrêter à un combini pour prendre une canette de saké ou quelque chose comme ça. Et donc le premier, ça c'est toi qui me l'as rappelé hier soir, le premier n'avait pas d'alcool, mais nous avait dit allez un petit peu plus loin, il y a un vendeur de liqueurs. Donc bon, on est allé à ce petit vendeur de liqueurs, on a pris une canette quelconque, sans doute un de ces trucs un peu... infâme, mélangeant du saké avec du soda. Je me souviens même plus ce que c'était. Je crois que je t'avais un peu fait confiance sur le fait qu'il y aurait de l'alcool dedans. Ma connaissance du saké n'était pas excellente à cette époque-là. La mienne non plus. Et voilà, donc on a acheté ces 2 canettes et puis on a fait notre chemin. On a ouvert les canettes, on a goûté, puis ça semblait vraiment être du Fanta, donc on s'est quand même posé des questions. Gaël a bien vérifié, il y avait le kanji du saké, tout. Donc voilà, c'était un peu étonnant, mais c'était une époque où je pense aussi on n'avait pas non plus beaucoup l'habitude de boire ces choses-là, et puis petit à petit, le saké, le Fanta a fait son petit effet. On va dire qu'on a eu un retour un petit peu joyeux et je l'espère pas trop bruyant pour pour les hôtes du New Koyo. En tout cas, s'il y en a qui nous écoutent ce soir, je tiens à nous excuser pour la gêne occasionnée. En tout cas, on n'avait pas fini en club, mais on s'était bien amusé quand même. Et voilà. Ça fait partie du voyage et des anecdotes assez sympas. Et cela étant dit, je suis étonné qu'on ait réussi à retrouver notre chemin au final. Écoute, c'est la magie du saké. Du saké Fanta. À Tokyo, j'ai l'impression que j'ai pas mal cité, là, je sais pas si tu as d'autres choses en tête sur ce qu'on a fait dans la capitale japonaise, mais j'ai l'impression on avait passé pas mal de temps en fait à droite à gauche, on avait bien profité de chaque quartier. Sur la journée vélo, on avait aussi de mémoire fait le palais impérial. Exact.
finalement la place en gravier devant, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai qu'en dehors des 2 jours d'ouverture au public, où c'est blindé, il n'y a pas beaucoup à voir, mais bon, on avait quand même fait le tour. Ouais. J'ai aussi quelques photos de nuit du Tokyo Dome. Là aussi, je pense que Tokyo Dome City, on a dû être un petit peu peut-être juste sur la fermeture, fin de journée. Et puis voilà, sinon je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour, effectivement. Et alors, on a fait 2 excursions, donc en dehors de Nomitaka, bien sûr, qu'on citait tout à l'heure pour le musée Ghibli, on a fait 2 excursions en dehors de Tokyo, où on a pris le Shinkansen, donc le TGV japonais grâce à notre JR-Pass. Et donc sur une des deux de ces 2 journées, on a fait Kyoto. Alors avec le recul, c'est une bêtise, hein. Il ne faut pas faire Kyoto sur la journée. C'était sportif. C'était sportif. Déjà, ça fait beaucoup de trains. Parce que je pense que tout mis bout à bout, on doit être à plus de 6 heures de transport, aller-retour. Et puis, en fait, sur place, on n'avait pas passé beaucoup de temps. Parce que nous, ce qu'on souhaitait voir en priorité, c'était le pavillon d'or. Donc le Kinkakuji. Et c'est vrai que quand tu y repenses, hein, on a fait métro ou train pour aller jusqu'à la gare de Tokyo, Shinkansen jusqu'à Kyoto. Une fois arrivé à Kyoto, on s'est peut-être un petit peu baladé autour de la gare, mais finalement on a vite pris le bus pour aller dans le quartier nord-ouest, hein, vers Sagano, pour arriver au pavillon d'or. Et puis la visite était très, très agréable, bien entendu, mais le temps était déjà bien entamé. Le temps était déjà bien entamé. En revanche, j'ai vraiment un souvenir de Kyoto comme une ville quand même un petit peu rurale, j'ai envie de dire. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup moins, à cette époque-là, encore beaucoup moins vertical que Tokyo. Et puis, ça donnait un peu l'impression d'être un peu à la campagne. La visite au Ginkakuji, j'ai aussi un bon souvenir parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, que les itinéraires étaient un peu moins balisés que de nos jours et que c'était vraiment, vraiment très agréable de pouvoir circuler là autour. Je me souviens qu'on avait une classe d'écoliers, je crois, à peu près en même temps que nous, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de touristes dans tous les cas, donc on pouvait déambuler très facilement, prendre son temps. Il n'y avait pas cette foule comme on a depuis quelques années. Tout à fait, ouais. Avec le recul, justement, toi qui es retourné pas mal à Kyoto, le regard que tu avais sur cette première découverte de la ville, il a changé? Alors, il a évolué avec le voyage de 2009. Donc, au voyage de 2009, déjà, je trouve que la ville avait pris un peu de hauteur. J'avais quand même le souvenir, dans le voyage de 2009, d'avoir pris le métro, et puis les écrans n'étaient pas encore tout à fait adaptés. Il y avait des captures d'écran à côté avec les explications en anglais, comment les utiliser pour prendre les billets. Et j'ai pris une gifle monumentale en allant à Kyoto en 2018. J'ai simplement pas reconnu la ville. Là, j'ai l'impression qu'elle a poussé, qu'elle s'est développée, mais pas d'une manière qui soit... elle a évolué à la japonaise, ça reste une ville très agréable, mais c'est vrai que j'ai pris une grande claque quand je suis retourné à Tokyo en 2018. Je ne pensais pas qu'en aussi peu de temps, la ville pouvait évoluer comme ça. Mais c'est le Japon. Alors c'est vrai que Kyoto, c'est une ville qui est entourée de montagnes, donc avec sa reconstruction post-guerre qui est très, très perpendiculaire, il y a peu de loisirs, en tout cas, à part la faire grandir en hauteur, comme tu le disais, même s'il y a pas mal de normes, comme dans beaucoup de villes du monde. C'est une ville qui s'est beaucoup densifiée, qui était déjà très dense, et avec, alors certains n'hésitent pas à parler de surtourisme, elle a dû faire quelques ajustements. Ouais. Donc à l'époque, c'est vrai, je me souviens, comme toi également, en 2003, d'une ville très calme. En tout cas, nous, en sortant de Tokyo, ça nous a fait un petit choc et c'était pas plus mal, comme tu l'as dit, d'aller en province, comme on dit. Mais on a pu faire une petite pause, entre guillemets, dans la folie toujours très agréable de Tokyo. On a fait un deuxième aller-retour pendant ce voyage. On voulait s'approcher du mont Fuji. Alors là, c'est un fail, hein, comme on dit. Parce que fail. Ah oui. On s'est dit, on va aller vers le mont Fuji. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a visé Fuji City. Et ne le faites pas chez vous. C'est une erreur, encore une fois, l'impréparation
amène à ce genre de bêtises, mais on s'est retrouvé dans une ville industrielle sans charme, sans rien de près pour les visiteurs. Et puis bon, même si on s'est approché du mont Fuji, qu'on a pu faire quelques photos, c'était pas formidable, et je trouve que c'était un petit peu une journée perdue, malheureusement. Malheureusement, ouais. Et même si on l'a vu, finalement, il était quand même assez loin. Donc voilà, dommage. Bon, on a parlé tout le long des photos qu'on prenait, donc des photos en argentique. Je crois que Jarod avait quand même un appareil photo numérique, un des premiers qui lui avait été prêté peut-être par un membre de sa famille. C'est possible. Mais on était vraiment dans un autre monde. Alors, tu l'avais acheté sur place, le caméscope, ou tu l'avais avant de partir? Parce que tu avais filmé avec un caméscope. Alors le caméscope, je l'avais justement acheté sur place dans une de ces boutiques en duty free à Akiba. Le prix paraissait correct pour l'époque par rapport au prix de l'électronique qu'on avait en Suisse. Le modèle paraissait bien. Puis c'est vrai que c'était un achat qui était déjà aussi un peu prévu depuis quelques temps. Donc ça avait été l'occasion. Puis ça a permis de ramener quelques images vidéo. Bon, dans une résolution qui aujourd'hui n'est plus tellement acceptable pour nos chères rétines. Mais ça reste toujours de bons souvenirs. En tout cas, ça nous permet de revoir un petit peu ce Japon d'il y a 20 ans avec voilà, les modes de l'époque, les habits, comme tu l'as dit, la densité des villes. Et puis Tokyo qui était une Tokyo totalement différente de celle d'aujourd'hui. Tu as parlé un petit peu en début de podcast de ton ressenti. Alors quand tu es arrivé au Japon, tu as eu un petit, comme tu le disais, un petit down rapide dans cette première soirée parce que le quartier était pas foufou, mais ça correspondait finalement à ce que tu avais en tête, ou est-ce que tu avais fantasmé le pays ou... Alors si on revient sur la première arrivée, la première impression, c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai eu un petit down au début. On s'était aussi promené aux alentours de l'hôtel, sauf que je crois il pleuvait en plus, ça faisait pas trop rêver. Et puis pour conjurer tout ça, donc tu as proposé la soirée d'aller à Akihabara, et puis je suis sorti de la station de métro d'Akihabara, j'ai vu le Japon que je voulais voir, et à partir de là le petit down était passé, et après ça a vraiment été que du bonheur. Ouais, alors j'ai pas forcément souvenir de l'arrivée. Je me souviens surtout de ne pas avoir été très surpris, moi, du Japon, parce que c'était la première fois qu'on y allait, et puis finalement ce qu'on voyait du Japon, c'était, comme on le disait, des reportages à la télé ou ce genre de choses, mais on n'avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on est abreuvé d'images, on sait quasiment parfaitement ce que c'est que le Japon avant d'y aller. Même si tu n'es jamais allé au Japon, il suffit de regarder quelques heures de vlog YouTube, et finalement c'est comme si tu y étais. Nous à l'époque, c'est vrai qu'on découvrait des choses qu'on ne montre pas. Je pense par exemple, on parlait tout à l'heure du Narita Express, le trajet qu'on fait qui est très long entre l'aéroport de Narita et Tokyo, qui dure plus d'1 heure. On voit beaucoup de rizières, on voit beaucoup d'immeubles un petit peu sans charme. C'est ça aussi le Japon, c'est des paysages pas forcément étonnants à perte de vue. C'est comme tu l'as dit, même en plein Tokyo, ou quasiment en plein Tokyo, des quartiers résidentiels qui sont très grisâtres. Alors en plus il pleuvait, tu l'as dit, c'est vrai que l'arrivée était un peu sinistre, mais c'est pas le Japon, c'est pas toujours des néons, c'est pas toujours de la pop culture, c'est pas toujours voilà, du maquillage ou du cosplay. C'est aussi un Japon normal, un Japon un petit peu classique qu'on a appris à découvrir par ce voyage de 2003. Moi je me souviens avoir été vraiment marqué notamment par la végétation, qui était assez différente de la végétation occidentale, évidemment. C'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et puis cette ambiance sonore, ça c'est... voilà. Ah, l'ambiance sonore, c'est incroyable. Maintenant, je peux entendre des petits jingles de métro, des choses comme ça. Il y a tout de suite un truc qui se déclenche dans ma tête, un peu de nostalgie. Je saurais pas comment le décrire, mais c'est clair qu'il y a une ambiance particulière dans les rues japonaises, dans les gares, qu'on ne retrouve tout simplement pas ici. Je me souviens notamment dans le quartier de Shibuya, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de clips qui passaient. Il y avait cette fameuse chanson, je sais plus comment elle s'appelait, je crois que le groupe s'appelait I Wish, ou c'est peut-être la chanson qui s'appelait I Wish.
j'avais fini par... je l'ai pas mis dans mes petites reliques, mais je dois retrouver le CD quelque part. Aujourd'hui, c'est clairement de la soupe, c'est clairement... Est-ce que ça l'était pas déjà à l'époque? Ça l'était sans doute à l'époque, mais voilà, c'était attaché à un moment de la vie, à une expérience, à une ambiance finalement. Et voilà, c'était un souvenir qu'il fallait ramener. Alors c'est vrai qu'on y était, donc 2003, c'est une période du Japon j'allais la dater en fait, un peu comme on dit pré ou post-Covid. Là, le 2003, c'était le pré-AKB 48, donc AKB48, hein, le fameux groupe de J-pop japonaise, donc de pop japonaise, avec ces interminables listes de chanteuses. On était juste avant, et je crois me souvenir qu'il y avait déjà Utada Hikaru qui tournait un petit peu partout à Shibuya. Increvable. Increvable, oui. Qui existe encore, et puis on lui souhaite une belle vie. Mais c'est vrai qu'en déambulant dans ce Japon, on avait beaucoup de sons, on était abreuvé à la fois de musique et de différents sons, et je te rejoins tout à fait. C'est vrai que c'est un petit peu ça aussi, le Japon sensoriel. Ouais. Et de mémoire, il n'y avait pas aussi Ayumi Hamasaki qui faisait pas mal de pubs pour Panasonic à cette époque-là, qu'on la voyait partout aussi? Peut-être, avant de disparaître. パナソニックがまた進化した。今度は世界最速の5倍速 MD 録音。MD に 5CD 気取り。パナソニック 77MD 誕生。On avait fait beaucoup d'achats souvenirs. Donc oui. Ça, alors on en a un petit peu parlé. Voilà. Outre tous les goodies ramenés du TGS, hein, parce que quand vous allez dans un salon tel que le TGS, vous ramenez un nombre incalculable de flyers, de grands sacs plastiques, de cadeaux en tout genre. Donc ça, c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans la valise. D'ailleurs, on a chacun dû investir pendant le voyage pour prendre un petit peu plus de place pour ramener. On avait fait beaucoup d'achats. Alors, outre ce dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tu as souvenir de ce que tu avais voulu ramener, ce qu'il fallait ramener du Japon à l'époque? Alors, outre tout ça... Moi, c'est clair, je me suis fait plaisir sur des jeux vidéo, alors des fois de manière très rationnelle, des fois de manière moins rationnelle, parce que la cartouche, elle était 200 yens, alors que le jeu n'a pas un impact particulier sur moi. Autrement, il y a bien entendu l'histoire du caméscope, comme on l'avait mentionné. J'ai souvenir d'avoir, dans les magasins d'électronique, d'avoir aussi trouvé 2-3 petites choses, des écouteurs, des écouteurs de l'époque qui étaient sans doute un peu qualité sonore pas terrible, mais voilà, qui avaient un design un peu différent de ce qu'on trouvait chez nous. J'ai bien entendu aussi de mémoire à l'aéroport, mais là je savais fait qu'à l'aéroport, j'avais ramené une bouteille de whisky japonais de mémoire. Et j'avais aussi ramené une jolie boîte de gâteaux de riz locaux qui n'a, pour des raisons de culture et peut-être d'habitude par rapport à ce type de produit, n'a pas vraiment eu beaucoup de succès. J'avais aussi ramené du matcha, je crois. Et là aussi, un petit peu plus difficile à l'époque, c'était clairement pas dans la tendance comme aujourd'hui, un petit peu plus difficile aussi à faire apprécier par l'entourage. Donc là, à la suite de ce voyage, on est tous les deux rentrés. On a publié en fait sur Campai ce qui étaient nos premiers carnets de voyage. Donc à l'époque, je me souviens qu'on avait fait 12 carnets de voyage. On avait publié ce qui deviendra plus tard sur Campai des fiches de visite. Aujourd'hui, il y en a quasiment 1000, hein, si mon compte si ma mémoire est bonne. Mais c'est vrai que c'était les premiers en réalité. Donc il y a 20 ans, Campai a publié ses premières fiches de visite sous la forme de carnet de voyage. On avait une fiche sur le Tokyo Game Show, bien entendu, une fiche sur Akihabara, une fiche sur Shibuya, et ainsi de suite. C'était le début du Campai axé Japon, parce que c'est vrai que préalablement à 2003,
On participait tous les deux, on écrivait beaucoup, tu me l'as rappelé à juste titre juste avant l'enregistrement, on écrivait beaucoup sur le jeu vidéo, on écrivait beaucoup, un petit peu moins sur le manga, mais quand même sur le cinéma, et puis progressivement Kanpai est devenu un site qui, comme vous le savez aujourd'hui chers auditeurs, est très très axé sur le voyage au Japon. Et d'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, il reste aujourd'hui encore un article d'époque, donc d'il y a 20 ans, qui est toujours sur Kanpai, c'est un article d'anecdotes, où on liste quelques anecdotes de voyage qui nous avaient surprises à l'époque, alors qu'ils sont plus forcément d'actualité aujourd'hui, ou alors, bon, nous, notre regard, il a changé, mais je ne sais pas ce qu'en penserait quelqu'un qui n'est jamais allé au Japon, mais voilà, c'était pour la petite... Pour le petit souvenir, la relique de ce voyage de 2003, un article encore publié aujourd'hui, 20 ans plus tard, et j'espère qu'il restera encore longtemps. Bon, en tout cas, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet exercice avec moi. C'était assez sympa à la fois de replonger dans le cadre de la préparation de ce podcast, et puis en parlant un petit peu tous les deux, voilà, entourés pendant ce séjour en Suisse dont je profite à fond, et puis de se replonger voilà, dans le cadre de ce podcast, dans ce voyage qui est notre premier voyage voilà, au Japon. Donc le Japon de 2003, j'espère qu'on a réussi un petit peu à vous plonger en arrière 20 ans dans le Japon d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, le Japon, c'est un pays évidemment qu'on recommande toujours autant, et pour tout vous dire, j'envie moi les personnes qui découvrent le Japon aujourd'hui. On n'arrive pas au Japon trop tardivement, ça je voulais vraiment le dire. La première découverte d'un pays, et a fortiori la première découverte du Japon, c'est toujours quelque chose. Tu l'as cité à juste titre, on a toujours sa petite anecdote, son petit ressenti, son sentiment, et c'est encore valable pour les voyageurs d'aujourd'hui, bien entendu. Donc je te remercie beaucoup, Julien, d'avoir participé à ce podcast avec moi. C'est moi qui te remercie de m'avoir proposé d'y participer, et en plus de pouvoir le faire de vive voix. À domicile. À domicile. En tout cas, j'espère que ça vous plaira à tout le monde d'écouter ça, et puis j'encourage évidemment tout le monde à profiter du Japon, à continuer à nous écouter et à aller découvrir ce pays et le redécouvrir, bien entendu, parce que comme l'a dit Julien, il évolue très vite. Allez-y, ça vaut la peine. Merci encore, Julien. Mais merci à toi. À bientôt sur Kanpai. Ciao. À bientôt, ciao. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.